Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver ce matin pour vous parler d'un sujet central quand il s'agit de changer de métier, de faire évoluer sa carrière ou carrément d'engager une reconversion professionnelle. On va parler ce matin d'argent. Faites-nous un petit coucou dans le chat pour nous dire depuis quel endroit vous êtes connectés ce matin. Voilà, je vois que vous êtes, certains sont déjà en ligne, vous allez arriver au fil de l'eau et puis surtout, en général, c'est une majorité de personnes qui va nous suivre en replay. Donc, coucou, j'allais dire aussi à ceux qui nous regarderont plus tard dans la journée ou dans quelques jours. Moi, je vous parle ce matin depuis Bordeaux où il pleut des trombes. Voilà, c'est pas une très belle journée, mais ça me fait chaud au cœur de me savoir entourée de tant de personnes ce matin pour parler d'argent et de carrière. Nous avons la chance ce matin d'être accompagnés de Marion comme modératrice. Marion vous a écrit dans le chat, elle vous écrira, vous répondra dans le chat pendant tout ce webinaire. Et puis surtout, elle va pouvoir sélectionner un peu les questions, les remarques sur lesquelles je me pencherai les 10-15 dernières minutes du webinaire. Donc n'hésitez pas à poster vos questions au fil de ma présentation. Je n'y répondrai pas toujours en direct. En revanche, j'y consacrerai vraiment les dernières minutes de notre conférence. Merci Marion de jouer le rôle de modératrice ce matin. En parlant de timing justement, on va essayer de démarrer à l'heure, et de terminer à l'heure, donc ça veut dire qu'on se quitte à midi. Ça fait peu de temps pour se dire énormément de choses, car c'est un sujet très vaste. Avant de m'attaquer peut-être au fond du sujet, je me présente quand même. Je m'appelle Charlotte Pastureau, j'accompagne des personnes en transition professionnelle depuis 2015. J'ai créé une méthode, qui mêle, du coaching individuel et des séances en groupe, en petits groupes, 8-10 personnes. On se rencontre dans la vraie vie, physiquement. Ça s'appelle la Banana Méthode. C'est un bilan de compétences un peu particulier, un peu dopé, et vous pouvez le financer avec votre CPF comme, un bilan de compétences plus classique. J'anime régulièrement des webinaires sur des thématiques en lien avec la reconversion professionnelle. Je reconnais d'ailleurs dans les inscrits des fidèles hein, qui reviennent comme ça webinaire après webinaire. Euh, N'hésitez pas à consulter les replays sur le site de Banana Méthode, bananaméthode.com. Puisqu'en fait, j'y donne à chaque fois des ressources, des outils, j'espère en tout cas des choses assez concrètes que vous pouvez utiliser de chez vous quand vous êtes en pleine réflexion ou transition pro. Et puis j'essaye aussi à chaque fois de vous proposer des webinaires inédits, donc ce que vous allez découvrir aujourd'hui est très différent de ce que j'ai pu présenter la fois d'avant. Nous avons enfin, pour terminer, un support technique pendant toute cette conférence. Donc si vous rencontrez des difficultés, n'hésitez pas là aussi à poster un message dans le chat et Damien, qui nous accompagne ce matin, se fera une joie de vous répondre et de vous aider. Alors, si j'ai choisi de consacrer le webinaire d'aujourd'hui au sujet de l'argent, c'est parce que l'argent est présenté quand même comme le frein principal aux envies de reconversion, de changement professionnel. Et on ne va pas se mentir, c'est vraiment le cas quand vous avez un projet clair, que dans le cadre de ce projet, vous prévoyez une baisse significative, voire une absence de revenus pendant un certain temps, sans compensation. C'est le cas, par exemple, si vous prévoyez de suivre une formation à temps plein qui ne vous permettrait pas d'avoir une activité rémunérée à côté. Ou c'est le cas aussi, c'est un frein, quand vous prévoyez de lancer une entreprise dont vous estimez qu'elle ne dégagera pas immédiatement de bénéfices, c'est quand même souvent le cas. L'argent est également un réel frein quand vous avez un projet clair qui nécessite des investissements et que vous n'avez pas l'argent de côté et pas tout à fait le soutien des banquiers non plus. Bref, ça arrive que l'argent soit un réel frein au projet de reconversion professionnelle, qu'il nous conduise à le reporter, à l'ajuster, voire carrément à l'abandonner. On y reviendra sur cet aspect-là, en particulier vers la fin du webinaire. Mais étrangement, les problèmes liés à l'argent que je rencontre le plus souvent avec mes clients ne sont pas de cet ordre-là, n'entrent pas tout à fait dans les 3 exemples que je viens de citer. Les difficultés liées à l'argent apparaissent bien en amont, alors même que le projet n'existe pas ou est à un état qu'on peut qualifier d'embryonnaire. Alors, c'est pour ça que je pose cette question ce matin, comment surmonter cet obstacle réel
ou prématurément redouté? Pour répondre à cette question, épineuse, je vous propose pendant tout ce webinaire de découvrir 3 leviers pour gagner, en sérénité sur la question de l'argent. Le premier levier consistera à débusquer vos croyances, le deuxième à chiffrer ce qui est nécessaire et le troisième à explorer ce qui est possible. Pour démarrer, normalement, vous voyez à l'écran apparaître le support. C'est un support, je le précise, que vous pourrez télécharger également, que vous pourrez récupérer à la fin de ce webinaire. Objectivement, l'argent n'est que 2 choses. Un intermédiaire entre acheteur et vendeur, un étalon commun qui permet de valoriser les choses. Je pense que là-dessus, il n'y a pas trop de débat. Pourtant, notre relation à l'argent est souvent complexe et en grande partie inconsciente. Elle est liée à des émotions parfois contradictoires, de l'envie, du dégoût, de l'excitation, de la mauvaise conscience, de la vanité, du plaisir, sentiment de sécurité ou d'insécurité, du mépris, enfin tout un apanage comme ça d'émotions qu'on associe, à l'argent. Et ces croyances, elles viennent de notre histoire familiale, de la culture dans laquelle on évolue évidemment, de la société, sans oublier la pression, que l'on s'inflige à soi-même en se comparant avec les personnes, qui nous sont proches. Bref, l'argent est une donnée objective, on en a plus ou moins, mais qui n'existe que subjectivement en fonction du regard que l'on porte sur elle. C'est pour ça que je considère, et je le répéterai souvent ce matin, mais que le frein financier face à la reconversion peut être un mélange de contraintes réelles qu'il faut résoudre. Comment vais-je faire concrètement pour continuer à payer mes factures, pour rembourser mes prêts, pour assurer la vie du foyer? Et de peur et de croyances limitantes qui brouillent la réflexion et le passage à l'action. C'est pourquoi je vous invite, c'est le premier levier, par commencer à débusquer vos croyances. Pour débusquer vos croyances vis-à-vis de l'argent, je vous invite à répondre à une série de petites questions. Elles apparaissent à l'écran normalement à la façon d'un enquêteur. Vous allez vous poser ces questions-là. Alors, il vous faudra sûrement plus de temps que les quelques minutes là sur lesquelles on va s'arrêter. Donc, n'hésitez pas à faire une capture d'écran de mon petit questionnaire. Euh, Parce que je pense que ça peut soulever des réflexions un peu plus profondes et vous amener aussi à en discuter avec vos proches. Vous n'êtes pas tout seul face à cette question. Je vais lire les questions que je vous invite à vous poser. D'abord, vous demandez quels sont vos premiers souvenirs où l'argent apparaît directement ou indirectement. Essayez de remonter le plus loin que vous pouvez. Les tout premiers souvenirs où l'argent apparaît directement ou indirectement. Première fois que vous avez vu une liasse de billets, premier argent de poche, la manière aussi dont on en parlait. Essayez de vous rappeler vraiment des souvenirs de la toute petite enfance. Et puis, quel était le rapport de chacun de vos parents à l'argent? Distinguez-les bien. Chaque parent a une relation qui lui appartient. Essayez de la décrire autant que possible, cette relation à l'argent. De votre mère d'une part, de votre père d'autre part, de chacun de vos parents. Et puis, quelles sont les petites phrases que vous avez souvent entendues en lien avec l'argent? Que vous avez entendues sur les riches, sur les pauvres, pour ne prendre que des expressions. Mais il y a peut-être d'autres expressions. Là, je parle vraiment d'effets langagiers autour de l'argent, dans lesquels vous avez baigné depuis tout petit, toute petite. Ces petites phrases, essayez de vous les rappeler. Entendues dans la bouche de parents, de grands-parents, des frères et sœurs, des cousins. Et puis, quels ont été les événements marquants dans l'histoire de votre famille liés à l'argent? Là aussi, vous pouvez faire une chronologie ou essayer de remonter à des souvenirs forts, hein, faillite familiale, anecdote d'un vol retentissant dont vous avez entendu parler depuis toujours, histoire d'arnaque, histoire d'héritage, de fortune. Ça peut être un aïeul, ça peut être... Voilà, on n'est pas forcément dans la famille directe, immédiate que vous avez connue, ça peut être aussi un peu les légendes familiales qui se transmettent. Essayez de vous rappeler ces événements marquants dans l'histoire de votre famille. Et puis, n'hésitez pas à en parler en famille, justement. Et puis, finalement, quelle est votre propre histoire avec l'argent? Premier argent de poche, premier salaire, expérience de découvert, hein, les premières fois que vous avez été dans le rouge, peut-être expérience de jackpot, vos dépenses, votre épargne, si vous avez un jour commencé à épargner. Essayez de la décrire vous aussi, de la raconter votre propre histoire avec l'argent.
et faites un focus. Quel a été jusqu'à présent votre rapport à l'argent dans le cadre professionnel? Comment avez-vous positionné l'argent dans votre réflexion pro? Est-ce que c'était un facteur central dans vos choix, hein, de prendre un poste ou de le refuser? Et puis comment vous négociez ou avez négocié vos salaires? Bref, faites ce zoom comme ça sur votre rapport à l'argent dans le cadre professionnel. Et puis très intéressant aussi, quelle place a ou a eu l'argent dans votre couple, dans vos couples? Là aussi, ça pourrait soulever des conversations à 2 qui sont à mon avis très utiles. Donc je vous laisse, méditer un petit peu ce questionnaire, et puis, quand vous l'aurez fait, j'allais dire, hein, faire chez vous tranquillement, vous pouvez à la suite de ce questionnement, noter sur une feuille le mot «argent», en gros comme ça, et y associer toutes les croyances que vous aurez débusquées en faisant cet exercice. L'argent, c'est, la sécurité, l'argent, c'est, difficile à obtenir, l'argent, c'est la compensation d'un dur labeur, l'argent, c'est je sais pas. Essayez de l'argent, c'est chez les autres, l'argent, c'est de voir ce qui sort quand vous dites l'argent c'est, sur la base de ce questionnement. Et puis pour aller plus loin, si vous sentez que votre relation à l'argent peut être un sujet d'introspection intéressant, vous pouvez consulter les travaux de Christian Junod, hein, j'ai écrit sur ce slide, son nom, Junod. Hem, il a écrit des ouvrages, il met en ligne des vidéos, il propose des formations, c'est assez passionnant. Quand j'ai fait mon école de coaching à HEC en 2015, c'est lui, hein, qui était intervenu sur ces questions de l'argent et je m'inspire aussi vraiment de ses travaux pour le webinaire d'aujourd'hui. En tout cas, il est un peu c'est un peu la caricature, mais de l'ancien banquier suisse qui est devenu coach en relation à l'argent. Mais, je me rappelle qu'à l'époque, j'ai découvert à travers son intervention que ça pouvait être un vrai sujet de travail, d'introspection et puis surtout, que c'était une matière très inconsciente, voilà, qui méritait comme le reste, qu'on bosse dessus pour, se dégager de croyances, comme on dit limitantes. Il nous montre très bien, Christian Junod, à quel point l'argent est surtout ce que nous y collons. C'est une surface projective, comme on dit, de premier choix et c'est ce phénomène qui va expliquer nos comportements. S'endetter, épargner, dépenser, mettre un prix, gérer une succession. Voilà, tout ça, c'est bourré de comportements irrationnels. Il nous donne des exemples, Christian Junod, intéressants, de croyances et de comportements associés. Je vous en donne juste quelques-uns parce que je trouve que ça, voilà, ça peut vous mettre un peu d'eau au moulin. Par exemple, de croire que l'argent est la compensation d'un labeur pénible. Voilà, héritage familial, éducation, bref, vous avez intégré cette chose-là. Eh bien, ça peut donner une vraie difficulté pour ces personnes qui auront du plaisir dans ce qu'elles font à en exiger une contrepartie. Ça va être dur pour ces personnes de se faire payer, de demander à se faire payer pour des choses pour lesquelles elles prennent du plaisir. Voilà, c'est ce truc: «Mais attends, je kiffe dans mon travail, je ne vais pas en plus me faire payer». Un autre exemple, c'est, heu, une croyance qui, tendrait à associer argent à quelque chose de sale ou à une forme d'injustice. Eh bien, on peut voir chez ces personnes-là une difficulté à accumuler ou à garder de l'argent. Inconsciemment, finalement, on va tout faire pour s'en débarrasser. Inconsciemment, naturellement, mais c'est comme si l'argent vous brûlait les doigts et que vous ne pouviez pas le garder. Hem, il y a également, des croyances héritées parfois d'histoires ou de légendes familiales, mais la peur de passer pour un voleur. Voilà. Eh bien, je vais préférer me voler moi-même que de passer pour un voleur. Et là, ça va donner, par exemple, à des entrepreneurs cette mauvaise habitude à proposer vite la gratuité ou des tarifs trop bas. J'en connais quelques-uns autour de moi, c'est terrible. J'ai une prestataire, c'est moi qui dois la supplier, entre guillemets, de la payer au bon prix. Elle est toujours en train de s'excuser de vendre ses prestations et elle est toujours en train de les vendre à des tarifs trop bas, au point qu'elle est en difficulté financière. Mais vous voyez, plutôt que passer pour quelqu'un qui, voilà, un arnaqueur, un voleur, et ben finalement, on se vole soi-même. Il y a pardon, je termine avec celle-là, mais la croyance aussi associée à la déloyauté familiale. La croyance que s'autoriser à faire autrement que sa famille serait comme une déloyauté, un schéma comme ça qui se répète de génération en génération. Et ces personnes-là peuvent se retrouver à être très dans une forme de conformisme par rapport au schéma familial, alors même qu'ils auraient la possibilité, par exemple, de gagner plus d'argent. Mais voilà, ça soulève des questions assez intimes, et là, en lien avec la loyauté et la déloyauté. Bref, il y en a beaucoup d'autres dont il nous parle, Christian Junod. C'est passionnant et ça nous rappelle que c'est un sujet qu'il faut regarder aussi avec cet angle croyance limitante et donc ne pas,
Ouais, ne pas passer à côté, pour certains, d'un travail thérapeutique qui s'impose, quoi. Si vous voyez des schémas comme ça se répéter qui sont pas très sains, ça peut valoir le coup. Enfin, si les croyances sont importantes, le montant, disponible sur le compte en banque l'est aussi. Donc chiffrer ce qui est vraiment nécessaire, c'est la deuxième étape que je vous propose ce matin. Pour tuer les fantasmes et les peurs paralysantes, mieux vaut chiffrer, c'est-à-dire évaluer ce dont vous avez vraiment besoin pour mener votre projet de vie. Je le dis tout de suite, cette étape peut sembler très rébarbative à certaines personnes qui n'aiment pas beaucoup les chiffres, qui n'aiment pas beaucoup les tableurs Excel, mais elle est incontournable. Alors, j'ai dit chiffrer ce qui est nécessaire, je fais une parenthèse, mais qu'est-ce qui est nécessaire? Ça peut valoir le coup de s'arrêter sur cette première question. L'argent ne se boit pas ni ne se mange, c'est nécessaire pour obtenir des choses. Des choses vitales évidemment, de l'eau, la nourriture, un abri et puis des choses importantes pour vous. Alors je vous invite, avant de mettre le nez dans les tableurs Excel justement, à clarifier votre intention sur ce qui est important pour vous, ce que j'ai appelé vos must, de l'anglais, must, je dois. D'ici 10 ans, par exemple, ça me semble être un bon horizon. Qu'est-ce que vous aimeriez vraiment avoir? C'est ce que j'appelais vos must have en termes de relations, d'objets, de lieux de vie. Et puis, qu'est-ce que vous aimeriez vraiment avoir fait? Vos must do. Quelles réalisations, quelles activités, quels loisirs, quel métier, quelle découverte, quel voyage? Et puis, d'ici 10 ans, qu'est-ce que vous aimeriez incarner, être, vos must be? Quelle qualité, quelle valeur, quel rôle? Là, vraiment, c'est, une question que je vous envoie comme ça, de là où vous êtes, où vous m'écoutez. Avant de chiffrer, arrêtez-vous juste quelques minutes pour vous demander: «Mais qu'est-ce qui est vraiment nécessaire? Quels sont mes must à moi?» Je le dis parce qu'on peut oublier parfois ce dont on a vraiment besoin. Voilà, on est aussi très sollicité, on évolue dans un environnement, on fonctionne aussi par mimétisme et il arrive, que, les choses nécessaires à d'autres, on ait l'impression qu'elles sont aussi nécessaires à notre bonheur et c'est pas le cas, en fait. Quand on s'arrête, qu'on prend le temps de la réflexion, c'est pas le cas. Donc c'est pour ça que je vous invite à vous recentrer sur vos must, pour chiffrer finalement avec plus de justesse ce qui est vraiment nécessaire à votre épanouissement. Hem, là aussi, puisqu'on parle de chiffres sur ce qui est nécessaire, je me permets là aussi une remarque, c'est que quand je pose la question de ce qui est nécessaire, la première réponse de tous mes clients est toujours: «Moi, j'ai besoin d'autant qu'aujourd'hui». De combien aurais-tu besoin demain? J'ai besoin d'autant qu'aujourd'hui. Toujours la même réponse. Et les lois économiques décrivent très bien, hein, cette, tendance à s'habituer à notre niveau de revenu, même quand ce niveau est en constante augmentation dans le temps. On s'habitue à vivre avec ce niveau de rémunération et puis les dépenses, j'allais dire, en général, augmentent avec le niveau de rémunération. Et donc à un moment, on finit par croire qu'on a absolument besoin de cette somme-là et qu'on ne pourrait pas gagner moins. Mais en y travaillant, bien d'autres vérités peuvent apparaître. Par exemple, on peut se rendre compte que oui, j'ai besoin d'autant, mais parce que j'y associe ma valeur d'aujourd'hui. Moi, gagner autant demain, c'est reconnaître que demain, j'aurai autant de valeur qu'aujourd'hui. Être payé moins, ce serait dégradant compte tenu de mes compétences, mon profil, mes expériences. Si vous avez ce genre de réponse, je suis désolée, mais on est en train de revenir au sujet des croyances évoquées juste avant. Une autre vérité qui peut apparaître, c'est que oui, j'ai besoin d'autant parce qu'en effet, j'ai engagé des dépenses à la hauteur, des revenus, qui ont augmenté dans le temps et je dois rembourser des prêts auxquels je suis liée. Donc mon changement professionnel devra intégrer cette forte contrainte financière, car il n'est pas envisageable de gagner moins. Et puis, en se posant la question, on peut aussi, se rendre compte que peut-être, finalement, je n'ai pas besoin d'autant qu'aujourd'hui pour obtenir mes fameux must. Quand on a ce genre de réponse, il faut bien reconnaître que ça ouvre de nouvelles perspectives professionnelles. Voilà, on va y revenir en détail juste après. Allez, regardons les chiffres en face. Je recommande toujours de commencer par faire le point sur votre situation, OK? Votre situation financière actuelle. Certains me diront: «Bah, tu es gentille, mais enfin, ma situation, je la connais par cœur». C'est vrai,
Il y a des personnes, on peut leur poser la question n'importe quel jour de l'année, ils pourront vous décrire leur situation financière sans, voilà, sans hésiter. Mais il y a beaucoup de gens, et je me rends compte en accompagnant beaucoup en transition, qui déjà ne sont pas au clair sur la situation financière actuelle. Donc, quelles sont vos dépenses actuelles? En essayant de distinguer les superflus des incompressibles, hein, je distingue le remboursement d'un prêt immobilier par rapport, je sais pas, à la dépense, voilà, de nouveaux téléphones portables ou d'autres loisirs. Et puis en face, en vert, de quoi disposez-vous? En distinguant les revenus de l'épargne. OK, ça me semble important à distinguer. Peut-être en faisant cet exercice, vous réaliserez déjà que votre modèle n'est pas à l'équilibre. Avant même d'engager un changement, une reconversion professionnelle, il y a peut-être déjà un sujet de déséquilibre aujourd'hui. Alors, et si dans le cadre de votre transition, vous envisagez une baisse de revenus, vous voyez ici sur la colonne verte, une baisse de revenus à prévoir, des économies sont-elles envisageables par rapport à vos dépenses actuelles? Et si oui, suffisamment pour absorber la baisse prévisible de revenus? Hyper important. Si je projette une baisse de revenus, est-ce que des économies sont envisageables à même hauteur? Et puis, à l'inverse, si vous prévoyez des investissements pour mener votre projet, par exemple, investir dans une entreprise que vous prévoyez de créer ou parce que vous avez besoin de vous payer des formations, vous avez besoin de payer du matériel, bref, des investissements à prévoir, des revenus additionnels sont-ils envisageables? Si oui, comment exactement? Des dons, emprunts, des activités complémentaires, des revenus immobiliers? Là, j'ai eu pas mal de clients qui ont été très créatifs de ce point de vue, qui étaient convaincus que de toute façon, leur situation n'évoluerait pas beaucoup, les revenus, c'était que les revenus du travail, et basta. Et puis en fait, ils ont imaginé d'autres solutions pour avoir des revenus additionnels et faire face aux investissements nécessaires, à leur projet. Donc vous voyez, l'idée, c'est déjà de faire un point sur votre situation et vous rendre compte si elle est déjà à l'équilibre ou au contraire en déséquilibre. Et si vous prévoyez de faire bouger le modèle dans un sens ou dans un autre, voir comment le rééquilibrer, soit avec des revenus additionnels, soit avec des économies, euh, pour maintenir, j'allais dire, une situation suffisamment sécurisante. Mais s'il est incontournable de chiffrer la situation à date et la situation si vous changez de travail, je crois qu'il serait aussi dommage de n'évaluer l'équilibre de son modèle professionnel qu'à l'aune de l'argent. Pensez à tout mettre dans la balance. Les charges et les revenus pour vous d'arriver à l'équilibre, évidemment, là, les plus, les moins, mais aussi les coûts en énergie et les sources d'énergie que générera votre future activité. Il y a des activités professionnelles qui nous permettent de très bien gagner notre vie, mais en termes d'énergie, qui nous pompent, qui nous vampirisent. C'est intéressant quand même de mettre dans la balance ces coûts en énergie que vous pourriez obtenir demain en faisant quelque chose que vous aimez davantage ou qui vous stimule davantage. Et puis évidemment, les concessions que vous devrez faire, les mettre dans la balance avec les satisfactions que vous obtiendrez. Là aussi, pour moi, c'est vraiment un ensemble. L'argent est quand même la compensation de beaucoup de désagréments. Si ces désagréments disparaissent, finalement, avez-vous toujours besoin d'autant d'argent? Voilà, il y a peut-être une petite portion finalement, qui a moins de sens et si vous avez plus de temps, plus de plaisir, plus d'énergie à faire les choses, eh bien, ça peut aussi peut-être compenser, une baisse temporaire de revenus. Hem Ça permet aussi cet exercice, il faut se le dire, de, définir une trajectoire jusqu'à la cible désirée. Il y a une notion de temps là, il y a une notion de temps. Tout ne se fait pas, du jour au lendemain. Il peut y avoir une période où vous allez concéder une baisse de revenus pendant une formation par exemple ou, alors que vous lancez une boîte, hein, c'est quand même très prévisible dans les débuts, d'une entreprise de peu ou pas se rémunérer, pour atteindre plus tard une situation plus satisfaisante financièrement. Il y a vraiment ce passage qu'il faut considérer et la question c'est voilà, pendant cette période, est-ce que je suis prête à faire ces concessions? Est-ce que je suis prêt à faire ces concessions pour arriver à la cible désirée? Je sais que moi, quand j'ai créé ma société, ça a été le cas, hein. J'ai baissé, de manière radicale, ma rémunération. Je venais du conseil en entreprise qui est un secteur qui rémunère bien. Ça ne veut pas dire que je renonçais définitivement à gagner ma vie, mais je savais qu'il y aurait une période, compliquée, de concessions importantes,
mais avec cette perspective de faire quelque chose que j'aime, qui me stimule, et puis je l'espère assez vite aussi de gagner ma vie. Voilà, fallait pas que ce soit un tunnel sans fin. Mais le fait de me dire, voilà, pendant 2 ans, 3 ans, je fais ces sacrifices-là, mais je sais pourquoi je les fais, honnêtement, ça restait très motivant. Donc, chiffrer ce qui est nécessaire, tableur Excel, point sur la situation, projection sur ce que ça pourrait devenir demain si vous changez de travail. Hyper important. Et puis, il arrive qu'on tourne le dos un peu vite à des projets en présageant de leur impossibilité. Là aussi, c'est très souvent le cas quand les personnes m'appellent ou au début du programme Banana Méthode. Je remarque que les personnes ont plutôt tendance à tourner le dos à des idées en considérant a priori que ce ne sera pas possible. Et puis à l'inverse, il y a aussi le cas quand même de certains qui se cassent les dents parce qu'ils n'ont pas étudié les possibilités avec assez de lucidité. C'est pourquoi la troisième et dernière étape que je vous recommande ce matin, c'est d'explorer ce qui est vraiment possible. Avant de tourner le dos trop vite à une envie, ou alors avant de vous jeter sans parachute dans un projet, explorez ce qui est possible. Explorer ce qui est possible, ça veut dire de très bien se renseigner sur, par exemple, les dispositifs existants pour vous aider en fonction de vos besoins. C'est pas la même chose d'avoir besoin de se former, c'est pas la même chose d'avoir besoin juste de prendre le temps qu'il faut pour se reconvertir ou pour se lancer, ou alors un besoin de créer ou reprendre une entreprise. C'est des besoins que je distingue. Et puis évidemment, en fonction de votre situation. Si vous êtes en emploi, si vous êtes sans emploi, si vous êtes entrepreneur, ça change énormément les possibilités qui s'offrent à vous. J'ai réalisé pour vous aujourd'hui une synthèse des dispositifs qui existent en France. C'est une synthèse qui n'est pas exhaustive. Je n'ai pas traité, par exemple, le cas particulier de la fonction publique, où il y a vraiment des dispositifs à part. Je n'ai pas non plus fait l'inventaire des aides, subventions régionales ou locales, parce que là, c'est vraiment, je vais dire, c'est énorme, ça change beaucoup. Je pense que j'ai fait l'inventaire des dispositifs les plus principaux, et déjà avec ça, on a de quoi faire. Alors, je vais repartir d'un premier besoin très commun quand on envisage d'évoluer dans sa carrière, de changer de métier ou de se reconvertir, c'est le besoin de se former. Si vous avez besoin de vous former pour réaliser votre projet professionnel, il existe de nombreux dispositifs pour vous y aider. Pour tout le monde, j'allais dire, il y a évidemment le compte personnel de formation, le fameux CPF. Je pense que vous en avez tous entendu parler. Pareil, ça a été une réforme importante de la formation professionnelle. Le CPF a remplacé le DIF, le droit individuel à la formation. Donc l'idée, c'est que toute personne dispose, dès son entrée sur le marché du travail et jusqu'à son départ à la retraite, d'un compte personnel de formation. Cette dimension personnelle, elle est très forte puisqu'elle vous remet vraiment à la manœuvre de votre formation continue. Vous n'êtes plus obligé de passer systématiquement par un employeur ou autre, c'est vous qui gérez votre porte-monnaie. Le CPF donc a remplacé le DIF, il est utilisable tout au long de votre vie active, y compris en période de chômage. C'est hyper intéressant, c'est pour ça qu'on le retrouve là dans mon tableau sur les 3 lignes. Donc poursuivre une formation qualifiante ou certifiante, c'est ça ne donne pas accès à toutes les formations qui existent en France. Il y a évidemment des formations qui sont inscrites à certains répertoires qui sont éligibles. Les bilans de compétences, les VAE en font aussi partie. Et ensuite, toutes les actions de formation qualifiantes ou certifiantes. Donc, ne vous dites pas, voilà, j'ai repéré une formation cool, je vais la payer avec mon CPF. Vérifiez avant qu'elle est bien éligible à un financement via votre CPF. Si vous êtes en emploi et que vous avez envie de vous former, évidemment qu'il faut penser au plan de développement des compétences. C'est l'ex-plan de formation. Okay, donc là, il faut en discuter avec les ressources humaines, avec votre employeur, votre manager, mais on n'y pense pas assez. Mais en fait, l'entreprise a un vrai rôle dans la formation continue et le maintien de l'employabilité de ses employés. Et du coup, vous devez aussi pouvoir parler de ça avec les équipes en interne pour faire inscrire à votre plan de développement des compétences certaines formations que vous jugez utiles, nécessaires pour votre évolution.
J'ai pensé aussi aux actions collectives. Je trouve qu'elles sont pas très bien connues. Pourtant, c'est un dispositif intéressant. Ce sont des actions qui sont conçues et proposées par branche d'activité. Donc là aussi, hein, les boîtes n'ont presque rien à débourser. Elles cotisent pour ce genre de dispositif. Donc parfois, il faut rappeler à certains employeurs que ça existe et qu'ils payent aussi pour ça. Donc ça vaut le coup de participer, de vous inscrire. Il y a le projet de transition professionnelle, ex-CIF, hein, le congé individuel de formation pour ceux qui l'ont connu. Ça, le PTP, il permet au salarié de s'absenter de son poste pour suivre une formation destinée à lui permettre de changer de métier ou de profession. Évidemment, le PTP est ouvert sous conditions, c'est presque le cas de tout ce que je vais vous présenter aujourd'hui, et il est accordé sur demande de l'employeur, hein. Donc ça, évidemment, vous le faites avec accord de l'employeur. Et le salarié est rémunéré pendant toute la durée de la formation. Donc le projet de transition professionnelle, c'est un dispositif en or quand on envisage de changer de métier, changer de secteur ou se reconvertir. J'ai mis aussi, oui, le Pro A, évidemment, la promotion par alternance, qu'on appelait avant période de professionnalisation. Ça vise à favoriser par une formation en alternance le maintien dans l'emploi des salariés les moins qualifiés. Et puis, j'en ai cité un de la fonction publique, c'est pas sympa, j'en ai mis qu'un, mais c'est le congé de formation professionnelle. Alors c'est pas le CPF, c'est le CFP. Vous verrez que dans cet univers de la formation pro, on joue un peu avec nos nerfs et les acronymes. Et puis il existe beaucoup d'autres dispositifs pour congé, pour absence parce que vous êtes en train de vous former quand vous êtes en emploi. Je les ai pas tous mis, mais sachez qu'il y a le congé de formation d'un conseiller prud'homal, congé de formation d'un membre du CSE, congé de formation de cadre et d'animateur pour la jeunesse, le congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale. Bref, c'est d'autres dispositifs, j'allais dire, qui permettent de prendre un congé pour se former quand on est en emploi. Pour les demandeurs d'emploi, là aussi, il existe beaucoup de choses et c'est naturel parce que quand on est demandeur d'emploi, les dispositifs sont là pour permettre à la personne d'acquérir de nouvelles compétences, de développer de nouvelles compétences, puisqu'on juge que c'est une des clés pour retrouver un emploi. Évidemment, pour bénéficier de ces aides, il convient de remplir les conditions requises, c'est vrai à chaque fois. Je vous parle des principaux dispositifs. Il y a l'aide individuelle à la formation. C'est une prestation de Pôle emploi en partenariat avec les régions. Et cette aide, elle permet de financer le coût pédagogique d'une formation. Donc, c'est très intéressant. L'AIF, hein, juste une précision, elle s'adresse aux demandeurs d'emploi ou aux bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle, le CSP. Il y a l'allocation d'aide au retour à l'emploi formation, l'AREF, moins connue que l'ARE, l'allocation de retour à l'emploi. L'AREF, elle est destinée aux demandeurs d'emploi qui perçoivent l'ARE, l'allocation de retour à l'emploi, et qui suivent une formation validée par le Pôle emploi dans le cadre de leur projet personnalisé d'accès à l'emploi, leur PPE. Il y a la rémunération des formations de Pôle emploi, qui est une aide qui permet de percevoir une allocation pendant le temps consacré à une formation conventionnée par le Pôle emploi. Il y a la rémunération de fin de formation, la RFF, qui est une aide financière qui permet aux demandeurs d'emploi de se former lorsque la durée prévue pour la formation est plus importante que la durée des droits à l'ARE. Hein. Donc, vous n'avez plus droit à l'ARE, mais vous avez une formation qui continue au-delà. Il y a l'aide à la mobilité pour la formation professionnelle, là aussi de Pôle emploi, et donc ce qui va vous aider à couvrir les frais de déplacement, d'hébergement, de restauration liés à votre formation. Et puis, il y a les actions de formation conventionnées par le Pôle emploi. Elles sont des actions de formation qui sont gratuites pour les demandeurs d'emploi et qui vous permettent d'acquérir les compétences attendues sur le marché du travail. Donc, pas n'importe lesquelles, forcément, c'est le Pôle emploi qui les a identifiées. Et puis, pour les entrepreneurs, quand même, en contrepartie d'une contribution qu'ils versent, hein, qui s'appelle la contribution à la formation professionnelle, la CFP. Vous avez vu, hein, en termes d'acronyme, c'est costaud. Les travailleurs indépendants peuvent, sous condition, bénéficier d'un financement total ou partiel de leur formation. Et je remarque quand je discute avec des amis entrepreneurs que beaucoup l'ignorent. Cette aide, elle est gérée par un fonds d'assurance formation, FAF, qui diffère, hein, selon la nature de l'activité. Vous avez peut-être déjà entendu parler du FIFPL, de l'AGCIF, FAFCA, bref, ces fonds d'assurance formation ne sont pas les mêmes selon que vous êtes commerçant, dans l'industrie, les services, etc. Et au-delà de la possibilité d'être financé via le fonds d'assurance formation, tous les chefs d'entreprise peuvent bénéficier, jusqu'au 31 décembre de 2024, d'un avantage fiscal qui prend la forme d'un crédit d'impôt formation. Voilà. Et puis, je le précise aussi, il y a des régions qui ont mis en place des dispositifs d'aide destinés aux dirigeants d'entreprise.
Pensez-y toujours. C'est pour ça que j'ai remis ma petite ampoule sur chacun des slides. Les aides régionales, les aides locales, pensez-y parce qu'il y a énormément de choses qui sont proposées. Ça, c'est quand on a besoin de se former. Et puis quand on a besoin de temps, juste de prendre le temps pour peaufiner un peu son projet, poser, oui, pour se former aussi, hein. Parfois, c'est du temps parce qu'on aura besoin de suivre des formations. Bref, changer de métier, évoluer dans sa carrière, parfois, ça nécessite aussi d'avoir un peu de temps devant soi. Là, il y a une révolution, selon moi, qui est apparue en 2019, qui donne pour la première fois à des démissionnaires la possibilité de toucher des allocations chômage, des allocations de retour à l'emploi. C'est la démission reconversion. Elle donne droit donc à l'allocation chômage à des démissionnaires sous condition, à être salariés en CDI de droit privé au moment de la démission, justifié d'au moins 5 ans d'activité salariée continue, même si c'est chez plusieurs employeurs, et avoir un projet de reconversion professionnelle bien préparé qui sera reconnu comme réel et sérieux par une commission. Les délais sont assez courts, le formulaire est accessible, mais voilà, il ne faut pas se dire que vous démissionnez, vous avez le droit au chômage. En revanche, le dispositif permet à ces personnes qui ont un projet réel, sérieux de reconversion, de toucher, comme d'autres, les allocations de retour à l'emploi. Sur ce dernier point, Marion, je te laisserai mettre le lien vers le site d'émission reconversion. Ce dispositif, c'est vraiment une pépite et il faut qu'il soit connu. Donc, sur ce dernier point, si ça vous intéresse, vous pouvez contacter un conseiller d'évolution professionnelle, un CEP, par exemple en allant sur moncep.org. Là aussi, Marion, je te laisse mettre le lien dans le chat. Ou si vous êtes cadre en passant par l'APEC, ou si vous êtes en situation de handicap en passant par Cap Emploi. Le CEP, le Conseil d'évolution professionnelle, c'est gratuit, accessible à tous, demandeurs d'emploi, salariés du privé, indépendants, professions libérales. Donc, n'hésitez pas. Il peut vraiment vous aider à mener cette démarche de démission reconversion, de vous préparer au mieux pour limiter les risques que votre dossier soit retoqué. J'ai mis la rupture conventionnelle également comme un dispositif. Voilà, vous savez que quitter son entreprise en signant une rupture conventionnelle peut aussi vous ouvrir les droits à des allocations chômage. Donc, c'est aussi une formule intéressante quand on envisage de se reconvertir, de partir sur la base d'une rupture conventionnelle. Prendre son temps, c'est aussi, quand on est en emploi, pouvoir prendre un congé sabbatique, hein, évidemment. C'est souvent d'ailleurs une période de break qui va être très fertile pour ceux qui ne savent plus où ils vont, qui sont assez perdus. Donc, évidemment, une possibilité à avoir en tête. Le projet de transition professionnelle, j'en ai parlé juste avant. Contrat de professionnalisation aussi. Oui, Transco, un mot sur Transco, c'est co-construit avec les organisations syndicales et patronales. Transco pour transition collective, ça a pour but d'aider les employeurs et les salariés à faire face aux mutations de leur activité. Donc évidemment, Transco ne concerne pas tous les secteurs, tous les métiers, mais en particulier des métiers ou des secteurs directement menacés par transition technologique, une évolution de l'organisation du travail, etc. Et donc là, c'est un dispositif qui est hyper intéressant quand vous êtes éligible. Quand vous êtes entrepreneur, il y a aussi, pour prendre un peu son temps, des dispositifs intéressants. Il y a l'ACRE, qui est une aide aux créateurs et repreneurs d'entreprises, qui permet d'être exonéré en fait de cotisations sociales pendant la première année. Et si vous êtes en micro-entreprise, c'est encore plus long. Vous pouvez encore prolonger cette exonération des cotisations plus longtemps. Il y a le contrat d'appui au projet d'entreprise, le CAP, qui permet de tester la viabilité économique de votre projet en profitant de l'appui d'une structure accompagnatrice. Donc là, vraiment, vous êtes accompagné pendant tout le lancement de votre activité. Alors, vous vous engagez forcément à suivre un programme de préparation à la création, à la reprise d'entreprise. Hein. Mais voilà, pour ceux qui ont peur de se lancer seuls, c'est vraiment un dispositif hyper intéressant. Ce n'est pas un contrat de travail, attention, mais c'est vrai que ça permet de bénéficier, par exemple, d'une protection sociale. C'est vraiment un dispositif que j'ai découvert assez tardivement et qui est intéressant. Et puis, il y a l'ARS. Non, mais ils font exprès. Hein. Il y a l'ACRE, il y a l'ARS. C'est l'aide à la reprise et à la création d'entreprise. Là, c'est une aide financière qui est versée par le Pôle emploi, qui est destinée donc aux créateurs, aux repreneurs d'entreprise. En fait, c'est comme si vous receviez une partie de vos allocations chômage sous forme d'un capital, voilà, plutôt que sous forme de versement mensuel. Donc là aussi, ça peut être intéressant quand on a besoin d'un peu de temps.
Hem, besoin d'investir. Troisième besoin, j'allais dire, que je distingue quand il s'agit de changer de métier. On retrouve des dispositifs que j'ai mentionnés, plus haut, par exemple, l'ACRE, hein, pour les demandeurs d'emploi. Mais j'ai surtout voulu préciser un petit peu, quand on est entrepreneur, il y a évidemment la question de l'apport personnel qui est quand même un cas, j'allais dire, une des méthodes de financement les plus connues, les plus simples à mettre en place. Elle ne nécessite aucun interlocuteur tiers, donc ça vaut vraiment le coup. Et puis avoir un minimum de fonds, on va sans dire que c'est un atout quand on veut créer ou développer son entreprise. Le love money, c'est, littéralement l'argent de l'amour, hein, en français. C'est une source de financement sollicitée auprès de ceux qui nous aiment, hein, notre famille, nos amis. Ces apports peuvent être conséquents à condition de savoir, vendre son projet et puis, voilà, ça peut être aussi, un effet de levier auprès des banques. Quand vous arrivez, que vous montrez que vous avez déjà, su convaincre des proches, ça peut être un gage de confiance pour que la banque vous suive et vous accorde un prêt. Il y a des aides, et des subventions, nombreuses octroyées par l'État et les collectivités locales. Hem, il y a évidemment, le rôle des business angels, hein, souvent des cadres d'entreprise qui décident d'investir dans un projet qu'ils vont juger viable. Souvent, ils ne se contentent pas que de donner de l'argent, ils vont aussi vous accompagner dans la création de la boîte, la mise en relation du réseau, les premiers clients. Évidemment, le crédit professionnel, hein, qui est un prêt bancaire destiné, aux professionnels. L'affacturage, là aussi, c'est pour ceux qui ont déjà une entreprise en place, hein, mais qui est une forme de crédit professionnel qui va consister à demander à une société financière d'acheter les dettes des clients afin de disposer immédiatement d'une trésorerie. Le leasing ou le crédit bail. J'ai mis le crowdfunding, le crowdlending. Voilà, le crowdfunding qui consiste à lever des fonds via Internet, via une plateforme de crowdfunding. Peut-être avez-vous déjà participé à ce genre de levée de fonds. Et donc, ça permet aux porteurs de projets de récolter des sommes plus ou moins importantes en limitant la prise de risque. Et le crowdlending, c'est sous forme de prêt. Et puis le compte courant d'associés, là aussi, pour pallier au manque de liquidité, c'est une des formes de financement les plus avantageuses pour l'entreprise. Les associés financent l'entreprise soit en déposant des fonds propres, soit en renonçant temporairement à leurs dividendes, à leur rémunération. En tout cas, dans les 2 cas, l'opération est inscrite au passif, du bilan de l'entreprise et puis les intérêts sont déductibles, du résultat fiscal. Bref, panel comme ça un petit peu de dispositifs qui existent, pour, financer sa formation, pour, avoir un peu de temps pour réfléchir et construire son projet ou alors carrément pour investir dans son projet. Pour terminer, puisqu'on parle de temps, pour distinguer selon moi le possible de l'impossible, j'aime bien résumer la situation ainsi. Si vous êtes en poste et que vous pouvez rester, et la question mérite d'être posée parce qu'il y a des personnes en syndrome d'épuisement professionnel, victimes de harcèlement, enfin mal-être, ou parce qu'on met fin à leur contrat, bref, qui n'ont pas le choix. Mais si vous êtes en poste et que vous pouvez rester, c'est une situation qui présente de nombreux avantages. L'avantage de la sécurité. En sécurité, au chaud à votre poste, vous pouvez construire une transition douce. Vous pouvez préciser votre projet en faisant un bilan de compétences, en menant des entretiens exploratoires, en organisant des immersions, plutôt sur votre temps libre évidemment. Vous pouvez tester votre idée aussi avec ce qu'on appelle un side project, hein, c'est un projet qu'on mène à côté de son activité principale, en faisant de l'intrapreneuriat, c'est-à-dire que vous êtes dans une société qui accepte, entre guillemets, «d'incuber» un peu votre projet. Vous restez salarié, c'est pour ça que c'est de l'intrapreneuriat, pas de l'entrepreneuriat. Mais ça peut être, voilà, quand on a envie de se lancer, mais qu'on ne se sent pas encore les épaules, d'entrepreneur. L'auto-entreprise aussi, qui est un format, très souple, qu'on peut mener à côté d'une activité salariée. Vous pouvez vous former aussi avec la participation parfois même de votre employeur, hein, je parlais du plan de développement des compétences tout à l'heure. Et puis vous pouvez négocier un congé sabbatique, j'allais dire pour prendre tout ce temps. Donc hyper intéressant comme situation. On est en poste, on peut le rester et on peut mener sa transition en douceur, en sécurité. C'est évidemment possible uniquement si l'état de santé ou la situation au travail le permettent. Et puis l'inconvénient principal, c'est que vous n'avez pas, évidemment, beaucoup de temps libre. Si vous ne pouvez pas rester à votre poste, eh bien, vous vous retrouvez dans le deuxième cas de figure. Vous êtes sans emploi ou entrepreneur, mais vous êtes, j'allais dire, heu, en fait, votre situation va dépendre de, l'argent que vous avez de côté
ou alors du soutien financier de vos proches, ou alors du fait que vous êtes ou pas éligible à un dispositif d'aide type allocation chômage, allocation de retour à l'emploi. Si vous avez ça, eh bien, vous êtes dans une situation extrêmement confortable pour mener votre transition, puisque vous avez, en tout cas de manière temporaire, une forme de sécurité, par exemple avec des allocations chômage pendant 6 mois ou 1 an, ce qui vous laisse un peu de temps pour voir venir. Et puis, vous avez du temps pour mener vos démarches, pour explorer les pistes professionnelles qui vous donnent envie, pour vous former, pour, candidater à des offres d'emploi, pour créer votre entreprise si c'est ce que vous voulez faire. On est dans un scénario, effectivement, vous avez à la fois un peu de sécurité et beaucoup de temps pour mener tous ces projets à bien. Donc c'est vrai que c'est un peu un scénario, idéal. Mais si au contraire, vous n'avez pas d'argent de côté, ni soutien financier de proches, ni de possibilité de recevoir des allocations emploi, voilà, ni d'autres sources, j'allais dire, de revenus ou d'autres aides, là, la question à se poser, selon moi, c'est y a-t-il pour vous un moyen moins risqué d'aligner votre quotidien avec vos aspirations? Vous devez le trouver un autre moyen. La priorité, là, c'est de retrouver de la sécurité, de la sérénité. Reconsidérez votre projet, comme une transition par étapes et la première étape, bah, c'est retrouver des marges de manœuvre, retrouver de la sécurité pour envisager la suite. Soit par l'emploi, soit par une activité entrepreneuriale plus rentable. Grossièrement, moi j'aime à dire, il va falloir vous payer votre reconversion. Voilà, donc envisagez cette période comme un investissement pour la suite. Restez bien entouré pour ne pas perdre la destination de vue, pour pouvoir bifurquer quand les conditions seront plus favorables. Voilà, faites en sorte que le temps joue en votre faveur. Ça ne veut pas dire que rien n'est possible, mais là, tout de suite, la priorité, c'est quand même de construire une transition plus sécurisante. Il n'y a personne qui s'engage dans un changement professionnel et qui s'épanouisse s'il n'a peur de finir à la rue. Donc, moi, tous les projets magnifiques, enthousiasmants, motivants, mais qui ont des modèles financiers fragiles, je suis désolée, mais je n'y crois pas. Il faut les rebosser, il faut les ajuster, il faut les décaler dans le temps. Personne ne sera, épanoui, même à faire l'activité la plus géniale, la plus intéressante du monde, s'il n'est pas sûr de pouvoir en vivre. J'aurais aimé terminer sur une touche plus gaie, mais quand on se demande ce qui est possible, il faut aussi se dire ce qui ne l'est pas. Et pour aller plus loin, je vous ai mis ici des petites ressources. Pensez à consulter toutes les ressources en ligne gratuites qui existent. Là, j'ai mis, des liens vers, des articles de blog, des vidéos d'auto-coaching, il y a je poste régulièrement, une Banana News, une newsletter où je partage, des événements, des liens vers, des choses que j'ai vues, lues, que je trouve intéressantes. Voilà, c'est pour toutes ces personnes en transition, en réflexion, honnêtement, ça donne de la matière, donc n'hésitez pas à les consulter. Hem Et puis si vous vous sentez seul, que vous tournez un peu en rond avec vos questions, n'hésitez pas à rejoindre une des promos de la Banana Méthode. On en a une qui va démarrer à Paris en novembre, donc n'hésitez pas à me contacter à ce sujet. Et puis à Bordeaux, un peu plus tard, là, en janvier, en début d'année. C'est des petits groupes, hein, on est, je vous dis, 8 en moyenne, c'est vraiment un tour de table, c'est très agréable et ça fait du bien de se sentir un peu, épaulé, de voir qu'on n'est pas seul et qu'en 4 mois, en fait, on est capable de construire des projets hyper motivants, mais aussi, financièrement, qui tiennent la route. Allez, j'ai beaucoup parlé, pour toutes les infos. Merci beaucoup Marion, je vois que tu as, je vois que tu as répondu aux questions un peu au fil de l'eau. Heu, Déborah, le passage par le conseiller d'évolution professionnelle est obligatoire pour pouvoir lancer le dispositif d'émission reconversion. En effet, que vous l'ayez fait de votre côté ou que vous ayez besoin d'aide pour le faire, moi je vous dis, il faut contacter son conseiller d'évolution professionnelle. Parfois, il va se contenter juste de relire votre dossier, vous dire: «C'est bon, on peut l'envoyer comme ça», mais en tout cas, son regard est toujours utile, donc c'est un coup de fil, c'est gratuit, n'hésitez pas. Est-ce que vous envoyez la présentation à la fin du webinaire? Absolument, c'est pas que je l'envoie, c'est que vous avez la possibilité de le télécharger. C'est un document, que j'ai proposé, et que j'ai mis comme téléchargeable. Donc c'est pas moi qui vous l'envoie, mais vous pouvez le télécharger. Est-ce que je vois d'autres questions? Vous inscrire. Voilà, mon adresse électronique, je pense que le mieux, c'est de voilà, Marion a remis, je remets ce lien pour faire le point avec Charlotte, parce que comme ça, il y a un petit formulaire, j'ai quelques infos vous concernant, c'est mieux que juste m'écrire directement sur mon adresse mail. Hop là, je le remets ici.
Voilà, pour faire le point avec moi, la Share, HubSpot Ça, c'est un lien, comme ça, c'est moi qui reçois tout, hein, rassurez-vous, mais au moins c'est un petit peu cadré, j'ai quelques informations concernant votre situation et on peut faire le point. Faire le point, c'est un point réel avec moi. Je vais vous rappeler, et on prendra au moins une bonne demi-heure, pour savoir un peu où vous en êtes, de quoi vous avez besoin. Donc, surtout n'hésitez pas à suivre ce lien que je viens de poster et hem et qu'on en parle ensemble, voilà. En tout cas, je voudrais conclure en disant que ne pas être bien dans sa vie professionnelle, ce n'est pas une fatalité, hein. Pour certains qui ont enchaîné les mauvaises expériences, ils ont l'impression que finalement le travail, c'est comme ça, on c'est pas fait pour être heureux. Non, c'est pas une fatalité. Vous pouvez trouver, une activité, une fonction, un rôle, ou un environnement de travail, qui vous ressemble et vous convient mieux, mais ça demande du temps, ça demande de la détermination et ça demande de la méthode. Voilà, donc avec méthode, en prenant les choses les unes après les autres, on peut arriver à construire des projets très positifs, à la fois enthousiasmants et sérieux, réalistes, et sérieux comme dirait la commission, des missions reconversion. Et réaliser que oui, le travail, c'est aussi pour gagner sa vie, mais on peut y passer aussi des moments très agréables, se développer. J'ai des personnes, quand elles m'appellent, qui ont déjà fait des bilans de compétences ou qui ont déjà essayé de se reconvertir et qui sont un peu désespérées parce que le fait de ne pas avoir, finalement trouvé le métier, où s'épanouir, bah, ils ont l'impression que c'est impossible. Là aussi, pour moi, il y a pas une réponse, il y a plein de réponses possibles. Vous n'êtes pas fait pour un métier. En revanche, il faut très bien se connaître pour construire des projets qui nous ressemblent davantage et c'est vrai que, de ce point de vue, on n'est pas très accompagné, hein. L'orientation, des jeunes, est parfois un peu bâclée et puis, la vie après, s'enchaîne. On enchaîne les expériences et puis il y a des opportunités, puis il y a aussi la nécessité et on se retrouve parfois à avoir travaillé pendant 10 ou 20 ans, sans trop savoir si on était à sa place. Et ben, là, je le redis, pas de fatalité, avec méthode et détermination. Si vous en avez envie, il y a beaucoup de choses qui sont possibles, donc n'hésitez pas, à me contacter pour qu'on fasse le point, ça sera avec plaisir. Je vous remercie de votre attention, on a débordé un petit peu sur le timing, je vous prie de m'excuser. Je vous souhaite une excellente journée et puis, à très bientôt pour un autre webinaire sur un thème qui sera différent. J'essaie toujours de me renouveler, mais toujours autour des questions de transition, donc n'hésitez pas à vous abonner au Bana News ou à nous suivre sur, nos réseaux sociaux. Excellente journée à tous. Salut.